Bonsoir, jeudi 16 janvier, bienvenue dans cette édition du 7-8 Journal sur TV 78. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale, voici les titres de cette édition. Depuis 2 ans, elle sillonne les Yvelines et l'Île-de-France. Une société basée à Trappes propose de livrer du carburant à domicile. L'approvisionnement se fait au dépôt de Coignères et le service est réservé pour le moment aux entreprises de la région. Un livre-choc sur la police nationale. Alexandre Langlois a publié L'ennemi de l'intérieur dans lequel il critique les dérives et dysfonctionnements de sa profession. Et des positions qui ont valu à cet agent du renseignement territorial des Yvelines une suspension l'été dernier. Enfin, la partie dédiée aux élections municipales à Plaisir. L'élu est à la tête de la commune depuis 2012. Joséphine Coleman-Berger sera candidate au scrutin. La maire sortante Les Républicains sera en course pour un 3e mandat. Pour débuter le 43e jour de grève contre la réforme des retraites avec une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. Aujourd'hui, près de 250 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale selon la CGT, un chiffre en recul puisque le syndicat annonçait 120 000 manifestants la semaine dernière. Un mouvement avec également des actions locales, celle de 200 professeurs réunis hier devant le rectorat de l'Académie à Versailles pour exprimer leur colère. Ils ont symboliquement vidé leur cartable contenant manuels, cahiers et fournitures scolaires. Des enseignants du lycée Bascan à Rambouillet ont occupé leur établissement la nuit dernière en signe de protestation aussi à la réforme du baccalauréat. Des actions se sont déroulées aujourd'hui devant les mairies de Vélizy et de Meulan et devant le siège de CMR à Elancourt. Et vous voyez cette assemblée générale de la CGT cheminots de Versailles qui était réunie en assemblée générale, je le disais, devant la gare des Chantiers ce matin et qui a voté une nouvelle reconduction de la grève pour demain. Demain vendredi, justement, le réseau des transports sera encore perturbé. Vos conditions de circulation à retrouver sur les sites du Transilien et de la RATP. Avoir une station-service dans sa poche grâce à son smartphone, c'est l'idée lancée il y a 2 ans par la société Refuel installée à Trappes, un service de livraison de carburant à domicile proposé essentiellement aux entreprises. Pour l'instant, le reportage d'Aurélie Ronze. Quelques clics suffisent sur cette application dédiée pour commander son carburant. Depuis 2 ans, la société Refuel, basée à Trappes, propose une station-service ambulante dans les Yvelines ainsi que Paris et sa petite couronne. L'idée est partie d'une expérience personnelle. Mon frère et moi, nous étions sur Paris et puis un soir, nous sommes tombés en panne d'essence. Voilà, donc on s'est dit c'est tellement simple aujourd'hui de se faire livrer des pizzas, de se faire livrer tout un tas de choses. De là est né un début de projet, on a commencé à chercher vis-à-vis de la législation, des lois et des autorisations et ça nous a pris 4 ans. Aujourd'hui, l'entreprise d'une vingtaine de salariés compte une 50aine de clients, essentiellement des entreprises. La société s'approvisionne au dépôt pétrolier de Coignères. La flotte est pour l'instant composée d'une vingtaine de véhicules. Chaque camion a un type de carburant différent et peut transporter 960 litres. Comme vous êtes géolocalisé, vous avez le même tarif qu'à la station-service la plus proche. Ensuite, après, nous, on met notre prix au service. C'est aux alentours d'un café, un peu plus d'un café, on est aux alentours de 2 €, 2,50 €. Refuel propose également le gonflage des pneus et le nettoyage des vitres. Objectif pour cette année, 45 véhicules supplémentaires, le recrutement d'une vingtaine de salariés et l'élargissement de ce service aux particuliers et grandes agglomérations comme Lyon ou Bordeaux. Mon premier invité dans ce journal, Alexandre Langlois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Vigie, agent au service départemental du renseignement territorial des Yvelines et vous avez publié récemment ce livre, L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale. C'est aux éditions Talma Studio, un livre choc et critique sur votre profession qui revient notamment sur le contexte d'état d'urgence, l'affaire Benalla et aussi sur la mobilisation des Gilets jaunes et qui aborde aussi la question de votre suspension. L'été dernier, pour vos prises de position, vous avez été mis à pied pour une durée d'1 an avec 6 mois avec sursis. Vous avez repris votre profession il y a peu, on en parlera tout à l'heure. Ce livre, pourquoi l'écrire? Est-ce que c'est une certaine forme de vengeance ou au contraire, c'est témoigner des désillusions que vous avez pu avoir au sein de votre profession? Alors, l'écriture du livre a commencé avant que je sois exclu de mes fonctions. Donc, il n'y a pas de vengeance. Ça m'a laissé plus de temps pour le terminer. Après, ce n'est pas une forme de désillusion. C'est qu'en interne, on a essayé de se battre avec le syndicat pour essayer d'améliorer les choses, avec des graves dérives et dysfonctionnements. Voyant que ça ne fonctionnait pas, parce que tout était verrouillé en interne, on s'est dit, faut alerter le public. Et donc, je me suis mis à écrire pour alerter la population et dire qu'on a besoin d'aide pour réformer. Et finalement, la police est au service de la population. D'où cet ouvrage. Et avant de parler de ces dérives et dysfonctionnements, vous revenez aussi sur le pourquoi de votre engagement au sein de la police nationale en 2005. Pourquoi avoir eu envie
en 2005 justement de vous engager avec ce concours de police réussi, de vous engager au sein de la police nationale? J'ai envie de m'engager au service de la population. Il y avait plusieurs professions que j'aurais pu faire. Celle qui a eu ma préférence, c'est la police nationale. J'ai eu plusieurs expériences. La première, c'est que j'avais un ami de mon papy qui était commissaire au RG. On avait discuté. Puis après, comme j'explique dans le livre, pendant mes études, je travaillais juste à côté à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je travaillais la nuit à côté également. Et j'ai un autre collègue de travail qui a passé le concours aussi. Donc on discutait et on s'est dit, tiens, on est au service des gens en tant que policier, ce serait bien. Et aujourd'hui, quand vous regardez votre parcours, est-ce que vous avez le sentiment que ces valeurs pour lesquelles vous êtes engagé ont été bafouées? C'est le sentiment que j'ai, donc c'est pour ça qu'en tant que policier, j'ai continué mon engagement au niveau syndical. C'est pour moi un prolongement de mon combat de policier pour défendre les valeurs des policiers, les valeurs républicaines. Donc vous êtes engagé de manière syndicale depuis 2010, c'est ça? Tout à fait. Au sein de la CGT, qui est devenue ensuite CGT Vigie. Et aujourd'hui, il y a une scission entre la CGT et Vigie. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général de Vigie. Tout à fait. Quand on voit votre parcours dans la police, il y a énormément de faits de menaces, d'intimidation, de plaintes aussi. Il y a eu cette sanction, on y reviendra tout à l'heure, qui est intervenue l'été dernier. On a l'impression que c'est un parcours quand même qui a été semé d'embûches, votre parcours. C'était semé d'embûches parce que malheureusement dans la police, c'est le pas de vague qui prime, c'est les bons petits soldats qui exécutent et même des fois on nous demande de l'abattage statistique, mais pas de protéger la population. Et puis moi, ça me révoltait. Donc je me suis battu et on a essayé de me faire taire de différentes manières. J'ai été placardisé pendant 2 ans et le pire dans l'histoire, c'est que même qu'en attaque en justice, la justice nous donne raison, le ministère refuse d'appliquer des décisions de justice. Donc en fait, c'est kafkaïen et au bout d'un moment, l'écriture d'un livre permet d'expliquer tout ça, parce que les gens ne peuvent pas se rendre compte la folie interne. L'abattage statistique, cette guerre des chiffres dont vous parlez dans votre livre, vous pensez qu'elle est à l'origine justement de toutes ces dérives, tous ces dysfonctionnements que vous dénoncez? En tous les cas, ça les a bien amplifiés. Moi, j'ai commencé la police à cette époque-là. Il y avait d'autres problèmes et d'autres dysfonctionnements précédemment. Ça en a créé des nouveaux et amplifié certains qui étaient avant. Et finalement, la quantité dans une entreprise privée qui a un but financier, on comprend comment ça peut se mesurer. Un service public, venir à l'aide aux personnes, ça ne peut pas se mesurer. Les plus anciens nous disaient, quand on rentrait au commissariat et qu'on marquait RAS, quartier calme, on les félicitait pour leur bon travail. La politique du chiffre a fait, vous êtes des gros mauvais, des gros nuls. Donc on doit chercher l'infraction plutôt que de les prévenir et les empêcher. Alors vous remettez en cause le fonctionnement interne de la police, le manque d'indépendance de l'IGPN, la police des polices, les querelles entre syndicats, la différence aussi de traitement selon le grade. Vous parlez notamment d'une situation d'un haut gradé qui sera moins inquiété pour un accident mortel qu'un CRS policier accusé de vol de steak. C'est pour ça que vous parlez de l'ennemi de l'intérieur. Finalement, c'est à l'intérieur de cette police nationale que vous dénoncez ces dysfonctionnements. Le titre est fait pour que chacun mette la réponse qu'il veut sur l'ennemi de l'intérieur. Il y en a plusieurs tout au cours du livre. Il y a les écologistes, la hiérarchie policière. Je suis sûr que si M. Castagnard lit le livre, il prendra plutôt à moi. Mais voilà, c'est chacun qui se fera sa propre opinion. Et l'exemple que vous donniez, effectivement, il y a un commissaire qui tue une personne en état d'ivresse, il prend la fuite et sa sanction est d'être muté à Ajaccio. Rien du tout d'autre. Il finit sa carrière à Ajaccio, toujours bourré. Et un autre collègue, donc, comme vous évoquez, en CRS, prend 4 steaks et possession. L'administration a demandé 3 mois d'exclusion parce que c'était un sale voleur. Nous l'avons défendu. Il a quand même eu 15 jours, on n'a pas pu descendre en dessous. Et du coup, qu'est-ce que vous demandez au travers de ce livre? Est-ce qu'il y a un but recherché avec la publication de ce livre? Le but recherché, c'est qu'il y a un débat public sur le sujet de la police, qui est finalement, au bout d'un an de dérives et dysfonctionnements aggravés et qu'on ne peut plus cacher, M. Macron a enfin pris la mesure du problème. Maintenant, comment il va le résoudre? Est-ce qu'il va poser la question à ceux qui ont causé les problèmes, ce qui est, selon Einstein, pas la bonne solution, ou est-ce qu'on va élargir le débat, comme il a pu le faire pour l'écologie? Et à ce moment, c'est que la population puisse avoir les clés pour donner les réponses adéquates. Est-ce que vous avez reçu de nouvelles menaces depuis la publication de ce livre? On rappelle que vous avez repris le travail il y a peu après une suspension de 6 mois ferme. Il y avait 6 mois de suspension aussi avec sursis. Vous avez repris le travail il y a peu. Donc j'ai repris le travail. Les 6 mois avec sursis, ils ont 5 ans pour faire sauter le sursis. Je rappelle que j'ai été uniquement sanctionné pour mon activité syndicale professionnellement, étant noté 6 sur 7, étant un bon fonctionnaire. Donc dans mon service, ils étaient contents de me revoir. Et après, je n'ai pas eu de nouvelles menaces. Après, on attend la suite, puisque nous avons beaucoup d'affaires en ce moment en cours et l'administration ayant choisi aussi la technique de nous surcharger d'attaques en diffamation, en espérant que nous ne pouvions plus payer nos frais d'avocat plutôt que de se battre sur le terrain des arguments. Merci Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigie, agent du renseignement territorial des Yvelines. Et je rappelle que vous avez publié ce livre, L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale. C'est aux éditions Thelma Studio. Merci d'avoir été avec nous. L'entreprise Blue Linea propose des services de téléassistance. Elle organisait des journées portes ouvertes dans ses locaux d'Elancourt. Lors de ce rendez-vous, la société a présenté sa nouvelle plateforme connectée aux domiciles et aux établissements de santé. 30 000 Français bénéficient d'une assistance par téléphone. Mais la nouveauté, c'est la vidéo. Blue Linea vérifie en cas d'alerte si l'usager a besoin d'aide par vidéo assistance. Les propos recueillis par Mathilde Demy.
On accompagne, on prend soin de personnes âgées, dans votre cas de vos parents ou de vos grands-parents, H24, 7 jours sur 7, et autour de personnes très très âgées ou en situation de handicap. Pourquoi cette plateforme est unique ? Tout simplement parce que nous avons lancé un service de visio-assistance. Et donc on peut désormais aider les personnes à distance. En cas d'alerte, on va pouvoir les voir, on va pouvoir échanger avec elles. Et dans certains cas, comme elles n'arrivent pas à parler, c'est plutôt pratique. Dans l'actualité également, après un jeu dédié aux enfants, l'association Yvelines Environnement dédie un concours aux entreprises. Il est destiné à l'ensemble des sociétés du département. L'initiative est en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines et le Conseil départemental. Le but, concilier efficacité énergétique et performance économique dans une démarche de croissance durable. Pour participer, les entreprises doivent répondre à l'un des critères retenus par le concours. Ils sont à consulter sur le site internet d'Yvelines Environnement Tourisme. Yvelines Environnement, les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Nous avons pensé qu'il était très important de valoriser le rôle des entreprises en matière d'environnement, car beaucoup d'entre elles dépensent un certain argent pour justement mettre aux normes, normaliser, pour éviter un certain nombre de problèmes concernant l'environnement. Le département des Yvelines est un département où l'environnement a toute sa place. C'est un département rural, même si nous sommes en proximité des grands centres économiques, et nous avons des grands centres économiques dans les Yvelines. La qualité de l'environnement, c'est un atout et véritablement une source d'attractivité pour le département des Yvelines. Un concours, je le rappelle, lancé par l'association Yvelines Environnement. C'est bien ça le nom de l'association. Les entreprises qui souhaitent participer au concours ont jusqu'au 27 mai pour s'inscrire. Un dossier technique est à envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Un mot de sport, l'Eco-Trail de Paris fête cette année sa 13e édition. L'épreuve qui sera organisée au mois de mars relie chaque année les Yvelines au premier étage de la Tour Eiffel. Au programme 5 distances, dont un 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La conférence de presse était organisée aujourd'hui et jeudi. Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro étaient sur place. L'Eco-Trail de Paris, l'une des courses les plus importantes en Île-de-France. Cette année, 14 000 personnes se sont inscrites pour l'épreuve. La conférence de presse avait lieu au premier étage de la Tour Eiffel. Cette année, l'Eco-Trail proposera 5 formats, les distances 10, 18, 30, 45 et un 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 80 km, c'est beaucoup, c'est un parcours qui est quand même assez exigeant. On part du domaine de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines avec un territoire et des parcours qui passent par Buc, Versailles et autres. C'est exigeant, c'est des montées, c'est des descentes, c'est des changements de rythme et c'est de la distance. Donc oui, il faut de l'entraînement. Il y aura une touche de glamour sur cet Eco-Trail. 4 Miss France vont gravir les marches de la Tour Eiffel pour l'association Les Bonnes Fées. Cette année, nous avons Vaïmalama Chavez, Maëva Cook et Marine L'Orphelin. Et une quatrième encore qui est en train de se motiver. Franchement, c'est bon enfant. On le fait vraiment pour notre association. Grâce à l'argent qu'on va pouvoir récolter cette année, on va pouvoir financer 150 écrins d'effets. Ce sont des sacs qu'on distribue dans des maternités à des femmes dans le besoin. La course comprend également plusieurs partenaires dont le département des Yvelines. Les deux épreuves principales, celle du 45 et du 80 km, partent des Yvelines, respectivement du château de Versailles et de la base de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis aussi parce qu'il y a des valeurs partagées avec l'Eco-Trail concernant le domaine du développement durable. La 13e édition de l'Eco-Trail, ce sera donc le 14 mars prochain, départ depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. On retrouve notre rubrique idée de sortie avec Mélanie Poquier qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV 78. Cette semaine, les rendez-vous loisirs sont très technologiques. Et oui, la commanderie à Elancourt a choisi de mettre en avant les nouvelles technologies. C'est le premier temps fort de ce premier trimestre 2020. L'Atelier des Sciences propose Entrer dans la matrice, c'est le nom de l'exposition. Une exposition pensée en 3 temps. La première partie, c'est un cabinet de curiosité pour découvrir l'histoire des nouvelles technologies, mais aussi les entreprises du territoire spécialisées.
Des innovations aussi qui sont liées au numérique avec des projets de Fab Lab, des projets de start-up du territoire, par exemple autour des objets connectés, de l'Internet des objets, de la Smart City, mais aussi de la cybersécurité. Et puis enfin, un des grands défis pour le XXIe siècle, le sujet de l'informatique quantique. Des notions qui peuvent paraître compliquées. On rassure les téléspectateurs, Mélanie, l'exposition s'adresse à tous les publics. Et oui, comme toujours, l'émission de la commanderie, c'est surtout d'être ludique. Alors d'ailleurs, la deuxième partie de l'exposition est faite de petits jeux d'animation qui permettent d'appréhender tout cela. On apprend à coder, une caméra identifie ce qui est mis devant elle, et la visite peut aussi se terminer par un jeu très en vogue, un escape game. Alors là, c'est plutôt une escape room. Alors, le public a 45 minutes pour identifier et neutraliser une source de dysfonctionnement et de piratage sur Internet. C'est un jeu qui amène à une réflexion sur de nombreux sujets. Et pour les intéressés, toutes les informations sont à retrouver sur les sites qui s'affichent en bas de l'écran et que maintenant vous connaissez bien, lacommanderie.ski.fr et kiosque.ski.fr. Merci Mélanie. D'autres idées de sortie à retrouver dans votre émission 7-8 loisirs après ce journal. La page dédiée aux élections municipales pour clore ce journal. Premier tour au programme le 15 mars prochain à Montigny-le-Bretonneux. Une deuxième liste officielle se lance. Montigny Solidarité 2020 avec à sa tête Pierre Desjans, candidature de gauche qui partira finalement seul après des négociations qui ont échoué avec le groupe Alternative Unimontaine Écologique et Solidaire. Marie-Lania Pichino pour le sujet. Élu d'opposition de 2007 à 2014, derrière Sandrine Grandgambe et membre associatif de la commune, Pierre Desjans a été désigné comme tête de liste pour Montigny Solidarité 2020, avec une campagne orientée sur 3 axes principaux. Le premier, alors je dis le premier parce qu'il faut commencer par un, mais ils sont tous équivalents en valeur, c'est la démocratie locale. Le second, c'est l'écologie. Et le troisième, c'est la solidarité. Membre du parti de gauche, Pierre Desjans rassemble derrière lui des colistiers de différents partis ou sans étiquette, mais avec cette forte volonté de se revendiquer de gauche avec ses valeurs. Aucune investiture de parti demandée, mais les soutiens seront bien accueillis. On considère qu'aujourd'hui la gauche, elle a des valeurs fondamentales, des valeurs de fraternité, des valeurs d'humanisme, des valeurs de solidarité, et que ce sont ces valeurs-là que l'on veut clairement exprimer par rapport à la population, qu'il n'y ait aucune ambiguïté par rapport à cela. Je pense que je ne serais quand même pas parti sur une liste floue, j'utilise le terme exprès. Moi je veux effectivement que la politique soit menée soit une politique de gauche pour faire du social. Rénovation des maisons de quartier, gratuité des transports et mise en place d'un guichet unique sont des propositions de cette liste. Beaucoup de citoyens, à un moment donné, se trouvent confrontés à un problème et ne savent pas à qui s'adresser. Donc ce que nous envisageons, c'est de mettre à la disposition de ce citoyen ce qu'on appelle le guichet unique et qui permettra de venir. Et là, nous aurons des agents municipaux qui vont orienter. Les 39 noms ne sont pas encore réunis, mais la tête de liste se montre confiante. Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire sortante Les Républicains de Plaisir. Vous serez candidate pour un 3e mandat dans la ville où vous avez été élue pour la première fois en 2012. Il est resté à trancher le nom de votre liste. C'est chose faite désormais ? Plaisir avance. Plaisir avance pour cette liste. Alors, votre candidature a reçu l'investiture de la majorité de droite départementale Ensemble pour les Yvelines à laquelle vous appartenez. On précise que vous êtes également conseillère départementale, vice-présidente du conseil départemental et aussi de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes aussi adhérente au Parti Les Républicains. Est-ce que cette liste portera cette couleur ou elle va réunir diverses sensibilités ? Dans cette liste qui est renouvelée à plus de 50%, avec énormément de jeunes qui ont voulu nous rejoindre, eh bien, il y aura la majorité de non-inscrits. Et il y aura des personnes de pas mal de bords, y compris des marcheurs. Est-ce que la liste est complète aujourd'hui ? La liste est complète, bien sûr. Elle est prête depuis un moment, puisque nous avons commencé au mois d'avril. Et aujourd'hui, on a, je dirais, presque trop de monde autour de nous. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui, même s'ils ne seront pas dans la liste, seront à côté de nous. Ce sont des sympathisants. On est actuellement dans une permanence dans laquelle il y a beaucoup d'énergie et beaucoup d'ambiance positive. Et je le disais, vous avez été élu pour la première fois en 2012, prenant la suite de Joël Regnault qui avait démissionné à l'époque. Vous avez été réélu en 2014 au premier tour. Pourquoi être candidate pour un 3e mandat ? Ce sera le second sur lequel vous briguez, en tout cas un second mandat complet.
Je pense que quand on prend en main, je dirais, une ville qui a eu une vraie continuité depuis 2001 et qui a mis en place des projets vraiment fondamentaux et des projets de dynamisme au niveau de la ville, eh bien, les grands projets, en tout cas, ont besoin au moins de 2 mandats pour arriver au bout. On a des projets qui sont des projets très structurants sur la ville, qui sont des projets surtout sur la protection des espaces verts, puisque nous avons des déménagements qui vont nous libérer 20 hectares en centre-ville, donc c'est un vrai enjeu et en même temps un atout. Et puis également, on a des projets, vous savez, comme la refonte complète du quartier du Valibou, mais également le centre-bourg. C'est quelque chose qui nous semble fondamental d'accompagner, puisque nous avons enclenché tout ça sur ce premier mandat. Donc, si vous regardez votre dernier mandat, le bilan que vous faites, c'est un bilan avec de nombreux projets, des projets encore à mener pour la suite. Écoutez, le bilan va bientôt sortir. Dans quelques jours, il va être entre les mains des Plaisirois. Plus de 98% des choses ont été faites et on a fait même des choses supplémentaires que nous n'avions pas prévues, puisque nous avons été pendant toute cette mandature à l'écoute des Plaisirois, avec bien sûr des réunions comme on a toujours fait, mais aussi parce que la société a changé pendant cette période et on s'est rendu compte que les priorités qui étaient bien présentes en 2014 ne sont plus les mêmes et donc on s'est adapté pendant cette mandature. Avec quelques tensions tout de même dans votre majorité. Les dernières en date, on rappelle en septembre dernier, 3 de vos anciens adjoints ont rejoint l'opposition. Patrick Ginter notamment, qui sera candidat face à vous. Ils ont dénoncé à l'époque des divergences de points de vue sur la gestion et l'orientation de la ville. Est-ce que c'est un regret quand vous regardez votre mandat qu'il y ait eu ces tensions au sein de votre conseil municipal ? Non, je m'interroge surtout sur la période de démission, qui est une période d'un 5 mois des élections. Je pense que quand on a des divergences dans une équipe, on part bien plus tôt, 1 an, 2 ans, 3 ans avant, on se rend compte assez vite que les choses ne vont pas, mais quand on a tout voté ensemble à l'unanimité, ça peut paraître étonnant que tout à coup, à 5 mois des élections, eh bien, il y a des divergences et des départs. En même temps, je dirais, le départ de M. Ginter, si je peux le citer, eh bien, il est d'autant plus étonnant que c'est un départ qui n'est pas vraiment de sa volonté, puisque cet été, j'ai appris qu'il montait une liste contre moi et je lui ai demandé de démissionner. Donc, il a anticipé, il est parti. Donc je pense qu'effectivement, nous n'avions plus rien à faire ensemble. Votre programme pour plaisir qui sera articulé autour de 4 axes majeurs. Un point notamment sur l'écologie. C'est un point qu'on voit notamment émerger dans de nombreuses communes. On ne peut pas faire sans aujourd'hui. Non, on ne peut pas faire sans. On s'en rend compte. Ce n'est pas simplement une priorité collective, je dirais, sur une ville. C'est collectif au niveau national, voire international. On doit absolument accompagner cette démarche-là. C'est une vraie volonté, on le sent. Et puis, je pense qu'on a la chance d'avoir une ville comme Plaisir, qui est une ville à plus de 50% de ruralité. Il faut la maintenir et la développer. Donc, c'était déjà un argument que nous avions pris en 2014. Et aujourd'hui, non seulement c'est quelque chose qu'on veut continuer, mais qui est vraiment attendu par la population. Et donc, on sera là pour continuer toutes les démarches qu'on a mises en place. Et l'écologie, en tout cas, c'était l'ambition affichée pour le renouvellement du quartier du Valibou, qui a vocation à devenir un écoquartier. Exactement. Non seulement les 65 millions d'euros que nous avons réussi à avoir pour ce quartier, pour cette modification en profondeur de ce quartier, qui va non seulement transformer le quartier du Valibou, mais l'ensemble de la collectivité, parce que ça va avoir un impact. Bien sûr, écoquartier, ça nous semblait indispensable, puis c'était aussi attendu par les habitants, puisqu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu minéral, et il est important qu'on voit les choses différemment. Et puisqu'on parle de ce quartier du Valibou, il a été touché récemment par quelques soirées de violences urbaines. Quel travail est fait justement par la commune? Quel travail est à mener encore pour faciliter cette tranquillité publique, en tout cas la favoriser? Justement, le fait, je dirais, d'avoir ces accompagnements financiers pour changer le quartier, c'est une chose, mais il est important aussi d'avoir une série d'actions, comme par exemple nos médiateurs. Nous avons des médiateurs qui sont des agents de la ville, qui travaillent sur le quartier, des relations et des collaborations étroites avec, bien sûr, les associations qui sont du quartier, mais également avec la mosquée, puisque c'est quand même un élément important. Il faut savoir que tous les partenaires qui sont sur ce quartier sont des personnes qui ont un véritable engagement sur le quartier. Et aujourd'hui, avec les médiateurs, la police municipale, la police nationale également, qui n'est pas, n'est pas un corps qui vient uniquement là, je dirais, pour mettre une inquiétude, bien au contraire. Et puis aussi parce que les transformations profondes que nous allons faire dans ce quartier vont véritablement changer la configuration du quartier, cette ouverture. Vous avez pu constater que le silo est tombé. Oui, et donc ce silo ouvre déjà le quartier à l'ensemble de la ville, puisque comme je l'ai toujours dit, le Valibou est un quartier au cœur de la ville et c'est un atout fondamental.
Alors Plaisir qui a connu au cours de ce dernier mandat l'intégration dans Saint-Quentin en Yvelines. Depuis le 1er janvier 2016, la commune fait partie de cette agglomération. Vous en êtes la première vice-présidente. Est-ce qu'on peut parler d'intégration réussie ou est-ce qu'il faut renforcer encore davantage ce travail mené avec l'agglomération ? Je parle d'intégration et également de décentralisation. C'est quelque chose aujourd'hui qui est entre les mains même du président de la République et du Sénat. Avec Gérard Larcher, nous travaillons là-dessus. Il est évident que nous sommes actuellement bien intégrés au niveau de Saint-Quentin. On arrive à trouver, je dirais, des énergies communes. Il faut qu'on trouve un projet commun, qui est un projet qui réunisse les 12 communes. On en a véritablement le potentiel. Moi, je sais que depuis longtemps, je défends un projet de territoire. Aujourd'hui, bien sûr, c'est attendu par tout le monde, par tous les maires. J'imagine que nous serons à même de le faire ensemble après les élections pour, encore une fois, mutualiser davantage et puis trouver des éléments encore plus important pour pouvoir avoir des moyens financiers, parce que comme vous le savez, les collectivités seules aujourd'hui, avec les baisses de dotation, on a beaucoup de mal à s'en sortir et je pense que ça peut être une possibilité d'aller de l'avant. Un dernier mot sur vos prochains rendez-vous de campagne, Joséphine Coleman-Berger, quels sont-ils? Quand allez-vous rencontrer la population plaisiroise? Mais je suis déjà... J'ai rencontré la population. Des rendez-vous en lien avec cette campagne? Oui, bien sûr, nous avons 2 rendez-vous, mais je fais des rencontres tous les jours avec des Plaisirois, dans des familles, dans des groupes de personnes qui m'accueillent. Mais en même temps, si vous le permettez, j'aurais tendance à dire que depuis 2012, c'est ma façon de fonctionner. Je suis sur le terrain en permanence, et donc c'est pas parce qu'il y a la campagne municipale que tout à coup je me mets à rencontrer les Plaisirois. Donc c'est une continuité avec peut-être des précisions un peu plus grandes de notre bilan, parce que tout n'est peut-être pas visible et compréhensible. Et puis nos prochaines rencontres, donc c'est au COSI. On a un restaurant qui nous accueille, et puis également à la Trattoria aux Gâtines. Ce sont 2 rendez-vous qui sont sur notre site, puisque nous avons un site qui est important d'aller visiter, parce qu'il y a pas mal d'informations dessus. Et puis je peux vous dire que notre campagne sera respectueuse, elle sera souriante, dynamique, et puis à l'écoute des Plaisirois, comme nous l'avons toujours été, avec, je dirais, aucune agressivité. Merci Joséphine Coleman-Berger, maire sortante de Plaisir. Vous serez candidate pour un 3e mandat. Face à vous, pour le moment, une autre candidature officielle, celle de Patrick Ginter. Remettons Plaisir en marche, c'est le nom de sa liste. Et je précise également qu'un appel a été lancé par le groupe Nous Plaisir, rendre la ville à ses habitants, pour constituer une liste citoyenne. Pas d'officialisation encore sur cette candidature. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.